Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo, à cette conversation entre moi et ma chère collègue et amie Vanessa Giorgio, qui est consultante en Ayurveda. Et Vanessa intervient dans les formations dans mon école, donc dans plusieurs modules. Donc, elle est présente dans la formation de Vinyasa. Elle fait le module de massage ayurvédique et aussi elle intervient dans la formation de yoga orienté vers les traumatismes. Ça fait maintenant à peu près 10 ans qu'on travaille ensemble et donc je suis très heureuse d'accueillir Vanessa Giorgio avec nous aujourd'hui. Donc salut Vanessa et bienvenue. Bonjour Mira, namasté, merci pour ton invitation. Ouais. Donc Vanessa, elle est aujourd'hui en vacances. Donc elle est bien détendue, décontractée, la vie est belle. Et Vanessa, j'aimerais bien qu'on commence avec ton histoire dans l'Ayurveda. Pourquoi tu as commencé ce chemin avec Ayurveda et quels sont des moments clés pour toi dans ton cheminement jusqu'à aujourd'hui en termes de ton expérience dans l'Ayurveda? Alors oui, c'est intéressant que tu commences en disant, en me demandant de te parler de mon cheminement jusqu'à aujourd'hui. Parce que justement, aujourd'hui, c'est vraiment le seul jour qui compte. Hein, toutes les sagesses orientales nous disent qu'aujourd'hui, le moment présent, l'après-midi, l'heure dans laquelle on est, c'est l'heure la plus importante. J'ai passé, comme beaucoup de personnes, 2 années assez compliquées avec le confinement, le couvre-feu et toutes les transformations, les changements dans notre vie quotidienne. Et j'ai voulu profiter de ces moments de vacances pour vraiment me renouer avec l'essence de ce qu'est l'Ayurveda, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, du temps de qualité, pour prendre soin de soi et se rappeler que l'on est notre meilleur ami. C'est-à-dire que si je devais dégager vraiment quelque chose aujourd'hui, parce que ça change un petit peu tous les jours selon ma réflexion du jour, mais aujourd'hui, je dirais que j'aime me rappeler que l'Ayurveda nous apprend à être notre meilleur ami. Et lorsqu'on est notre meilleur ami, non seulement on prend soin de soi, mais aussi on s'accepte. On accepte les faiblesses qu'on a, qui ne sont peut-être pas des faiblesses, mais qui sont liées aussi à notre façon d'être et à notre passé, à ce que nous avons vécu et que nous sommes en permanence en train de digérer, de faire évoluer pour transformer ces expériences en enseignement, en choses qui peuvent nous rendre plus heureuses. Donc si on a une amie en face de nous qu'on aime, on va vouloir l'écouter, on va vouloir comprendre, on va vouloir l'aider, on va vouloir la mettre, la pousser vers un progrès, vers une amélioration, on va vouloir lui apporter de l'amour, de l'attention. Et si on peut faire ça avec soi, alors je crois que là, on a compris ce que c'est que vraiment l'essence de l'Ayurveda. Alors ça, c'est la réponse à la dernière partie de la question. Maintenant, la première partie de la question, c'est que, comme la plupart des gens, j'ai vécu une vie, ou une partie de vie, la première partie de ma vie, on va dire jusqu'à l'âge de 45 ans, à me concentrer vraiment sur le monde extérieur et à me concentrer sur ce que moi, je pouvais obtenir en participant à ce monde extérieur, tout en ne me sentant pas du tout partie finalement de ce monde extérieur. Donc, j'ai travaillé dans des bureaux, j'étais attachée de presse, j'étais organisatrice de conférences, j'étais agent immobilier, j'ai fait beaucoup de choses différentes dans lesquelles je réussissais bien, mais dans lesquelles je ne me sentais pas vraiment ni légitime, ni à ma place. Et j'ai eu des enfants, 2 fils et un travail à plein temps. Et le prix à payer a été assez lourd car j'ai vraiment souffert de stress et de problèmes de santé qui étaient liés au stress sans vouloir
aller jusqu'à aller voir des médecins pour leur demander qu'est-ce que je pouvais faire à cause du stress, parce que j'ai vite vu que la seule personne qui pouvait faire quelque chose à propos de ce stress, c'était moi-même. Et un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un petit article, parce qu'à l'époque, on parlait très peu de l'Ayurveda, sur l'Ayurveda, et j'ai tout de suite compris que l'Ayurveda était quelque chose qui pouvait nous mener à une autonomie, à une souveraineté sur notre situation. C'est-à-dire que nous pouvions, par nos moyens personnels, trouver des solutions à nos problèmes de stress ou de santé ou d'autres choses. Et où est-ce que tu as trouvé cet article? C'était dans un magazine? C'était sur Internet? Oui, c'était, je sais, à vrai dire, je ne me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. À l'époque, je connaissais très peu le yoga. Je n'avais jamais pratiqué non plus le yoga, ou alors vraiment de façon récréative pour m'amuser. Donc, je suis vraiment rentrée dans l'Ayurveda avant d'entrer dans le monde du yoga, puisque nous sommes une grande famille. Et donc, c'est surtout à travers l'Ayurveda que j'ai compris l'intérêt du yoga, et non pas, on va dire, le contraire, comme c'est le cas la plupart du temps. On a souvent parlé de ça, Mira. La plupart des gens en Occident commencent avec le yoga, et s'ils ont de la chance sur leur parcours, ils vont rencontrer quelqu'un qui, comme toi, par exemple, en tant que professeur de yoga, qui va leur ouvrir cette magnifique boîte à, j'ai envie de dire, de boîte à bijoux que peut offrir l'Ayurveda à une personne qui pratique le yoga. Donc, j'ai découvert l'Ayurveda de cette manière-là, et je suis partie en vacances un jour au Sri Lanka, très, très épuisée, un petit peu au bout du rouleau, avec une envie de me réinventer entièrement. J'avais 48 ans, je disais, j'ai fini vraiment avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est plus moi. J'ai besoin de vivre autrement, j'ai besoin d'une qualité de vie, j'ai besoin d'avoir un sens, un vrai sens. Et pour faire une petite aparté, depuis que je reçois des patients en consultation, c'est-à-dire depuis maintenant 12 ans, je rencontre très très souvent, pour ne pas dire toujours, ce même besoin, cette même volonté chez les femmes entre 45 et 50 ans ou 55 ans, un vrai besoin de transformer quelque chose profondément dans leur vie, de changer de métier, de donner du sens. Et très souvent, ils y parviennent, parce que lorsqu'on a vraiment cette volonté-là, et qu'on fait l'effort qu'il faut faire, la vie nous aide à y parvenir. Donc, l'Ayurveda, c'est aussi cela, s'aligner avec le prana, avec l'énergie vitale, avec l'aspect constructif, créatif de l'existence qui peut se manifester lorsqu'on est aligné avec. Et donc, pendant ces vacances au Sri Lanka, avec mes enfants qui boudaient tout le temps parce qu'ils voulaient boire du Coca-Cola, et je leur disais, mais non, buvez du jus d'ananas, c'est bien meilleur. Donc, c'était des vacances, comme quelqu'un qui est parti en vacances avec des adolescents, peut-être, on a tous connu ça. Et je visitais un jardin botanique, et j'ai rencontré dans ce jardin un Vaidya. Je ne savais pas ce que c'était qu'un Vaidya. Un Vaidya, c'est un médecin ayurvédique qui provient d'une lignée de médecins, et donc il est né dans l'Ayurveda, et ses parents et ses grands-parents avant lui sont nés dans l'Ayurveda, donc ils ont une clairvoyance, et aussi, je dirais, une humanité qui est très visible sur eux. Et ils ont toujours une profondeur dans le regard, une sorte d'aura, de douceur, d'amour, de compréhension de la vie. Et j'étais très impressionnée, j'ai été vraiment impactée par cette joie, cette espèce de sensation tout d'un coup de faire partie d'une humanité, d'une chose comme je regardais dans les yeux de cet homme. Il ne parlait pas du tout anglais, et
Donc, il me montrait les plantes et puis il me montrait une plante et puis il montrait son ventre et il faisait des grimaces en disant si on a mal au ventre, cette plante-là, c'est ça. Si on a mal à la tête, si on a une jambe cassée, il me faisait montrer des gestes comme ça. Et je peux dire à ce moment-là, il m'a montré un buisson de clous de girofle qui s'appelle en sanskrit lavanga. Et j'ai eu comme une sorte de révélation à ce moment-là. J'ai dit, c'est ça que je veux étudier maintenant et c'est ça que je veux faire. Mais je n'avais pas l'intention particulièrement d'en faire mon métier. C'est venu à la fin de mes études où notre maître en Inde nous a dit, maintenant vous avez ces connaissances, elles sont précieuses, allez maintenant les transmettre. Et donc, ça m'a paru à ce moment-là une évidence, effectivement, parce que j'avais découvert tellement de choses importantes durant cette formation que j'ai faite à la fois en Europe, à l'Institut européen d'études védiques, qui est dirigé par le Vaidya Atreya Smith, un Américain, qui habitait en France à l'époque, qui habite en Suisse maintenant, puisqu'il continue son école en Suisse, et qui est une des figures les plus importantes de l'Ayurveda en Occident. Atreya Smith, il a écrit énormément de livres et il a fait une thèse très intéressante sur l'utilisation des plantes occidentales dans la médecine ayurvédique, qui est vraiment très précieuse pour nous tous. Et aussi, donc, une autre partie de mes études en Inde, à Nagpur, à la clinique qui s'appelle Vinayak Panchakarma Ayurveda Research Center. Et ensuite, par la suite, j'ai pu faire des stages dans différents hôpitaux ayurvédiques en Inde pour approfondir encore mes connaissances et vivre dans l'univers de l'Ayurveda qui me passionne depuis que je l'ai découvert. Donc, voilà comment je suis arrivée dans l'Ayurveda. Et comme je disais au départ, le fait de devenir son meilleur ami, d'apprendre à prendre soin de soi, de comprendre les règles fondamentales de la nature qui nous permettent de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous et de prendre une décision en conscience. Et ça, c'est ce qu'on appelle le discernement et c'est ce que l'Ayurveda nous permet de développer. Là, je trouve que quand moi j'ai commencé l'Ayurveda, donc j'ai fait comme la plupart des gens qui pratiquent le yoga en Occident. On commence avec le yoga et puis ensuite peut-être on rencontre l'Ayurveda. Tout de suite, quand j'étais introduite au Dinacharya, par exemple, donc la routine quotidienne, j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est hyper strict, il y a trop de règles, etc. Mais au fur et à mesure, sur les années, donc je faisais beaucoup d'allers-retours pour vraiment aller vers l'Ayurveda. Pour moi, ça ne s'est pas passé d'un seul coup comme ça. Je suis un peu, je suis quelqu'un de très passionné, donc si je reçois une information, j'y vais à fond, mais je ne suis pas en fait prête pour maintenir ça, donc je recule et je reviens et je recule. Bref, avec toutes ces règles, je dis waouh, il y a beaucoup de règles et j'avais la sensation en fait que j'ai touché à ma liberté. Mais avec l'âge, la maturité, maintenant, ça fait plus que 20 ans que je pratique le yoga et que je suis dans l'Ayurveda. Je trouve que, en fait, ce que j'appelais la liberté était la liberté de mon ego, qui a envie de faire ce qu'il veut quand il veut, suivant ses propres envies ou impulsions, etc., mais qui ne sont pas du tout en lien avec la nature et des lois naturelles. Et ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec tous les consignes de l'Ayurveda qui suivent ces règles de la nature, là, je touche en fait à une vraie liberté. Parce que je n'ai pas à prendre la décision tout le temps. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais à cette heure-ci? Donc, en suivant tous les consignes ayurvédiques, pas tous les consignes, mais en majorité, je sens un relâchement apaisant
qui fait que je n'ai pas à décider à chaque instant comment me construire. Parce que l'Ayurveda existe depuis très, 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 très longtemps. Dans tous ses principes démontrent un vécu, sont éprouvés, sont là depuis longtemps. On sait que ça marche. Donc, on peut se reposer dans cette structure et dans ces règles pour vraiment trouver un équilibre et une harmonie dans la vie. C'est un peu comme ça que avec l'expérience, ça prend du temps, mais ça vient, cette liberté. Oui, je crois que là, tu touches vraiment sur le mot aussi qui me revient de plus en plus avec l'expérience, c'est ce terme d'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre est quelque chose d'à la fois très simple parce que l'équilibre est partout dans la nature. Sans l'équilibre, la nature ne pourrait pas exister telle qu'elle existe. Donc, c'est cette intelligence cosmique qui permet à la nature d'avoir les saisons qui se succèdent, de produire ce qu'elle produit pour elle-même et pour les animaux et pour les êtres humains. Et cet équilibre est notre état naturel, mais il est détourné par le monde, par la société, par la façon dont nous vivons, et ça depuis très longtemps. Et lorsqu'on regarde autour de nous, beaucoup de personnes malheureusement souffrent de déséquilibre au quotidien. Et ces déséquilibres sont vraiment la source de leur souffrance et de la pénibilité de leur vie. Alors qu'il suffit juste de suivre ce pourquoi nous sommes faits, en quelque sorte, comme tu disais, en faisant les choses au bon moment de la journée, en faisant les choses au bon moment de l'année. Et l'Ayurveda nous enseigne toutes ces choses qui sont tellement logiques, mais que l'on ne connaît pas aujourd'hui parce que personne ne nous les a enseignées. Et là, lorsque on a cet équilibre, on a beaucoup de liberté, beaucoup de force, parce qu'on peut suivre son chemin et non pas être tiraillé par ce qui vient en tout cas moins tiraillé par ce qui nous vient de l'extérieur et qui est là justement pour nous déséquilibrer. Ouais. Et je regarde, j'ai une nouvelle amie dont j'ai fait connaissance très récemment qui était fil de ferriste, c'est-à-dire qu'elle marchait sur un fil de fer. Et lorsque je l'observe sur, elle a des films d'elle quand elle faisait ça, lorsque je l'observe, elle est en train de marcher, mais elle avait comme spécialisation de marcher avec des talons hauts sur un fil de fer. Absolument extraordinaire. Ouais. Chaque pas, elle est dedans, elle est dans chaque instant. Cet équilibre, elle est en permanence en train de le maintenir. Alors, en l'occurrence, elle a un éventail qu'elle tient comme ça, qui lui permet de rétablir son équilibre à chaque seconde. Et c'est un peu comme ça aussi pour nous dans la vie. L'Ayurveda nous permet d'observer les moments où l'équilibre est en train de partir et comment vite le rétablir pour pas tomber. Alors évidemment, quand je dis pas tomber, c'est une façon métaphorique de parler, puisque l'Ayurveda, c'est aussi bien pour nous aider à conserver notre santé et rester en bonne santé et avoir la maîtrise de notre souveraineté de ce point de vue-là. Et ça, c'est un énorme avantage pour chacun de nous, évidemment. Il y a pas que là, je trouve que je trouve qu'avec cette notion d'équilibre, une chose qui coince un petit peu, je trouve, chez beaucoup de personnes, c'est cette idée qu'ils peuvent faire tout cet effort, tout ce travail pour arriver à l'équilibre, et une fois qu'ils arrivent à l'équilibre, c'est bon, c'est fini. Et ils sont étonnés par un déséquilibre qui pourrait y arriver, ou une maladie, ou voilà. Mais quelque chose que je veux transmettre aussi, que je vis, et qui devient en fait très beau, un beau chemin, c'est que on est des êtres vivants et on vit
dans un monde plutôt vivant. Et donc, on est toujours en train de chercher l'équilibre à chaque instant. Donc, il n'y a jamais un point où on trouve l'équilibre ou une destination et ça y est, c'est bon. C'est tout le temps d'être dans l'observation de son état. Ça peut être un état mental, ça peut être un état énergétique ou physique. Et voilà, de sentir là où on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chez moi aujourd'hui? Et c'est comme dans le yoga, chaque instant, et comme tu as dit en début de cette conversation, chaque instant, c'est maintenant. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'instant aujourd'hui. Pas comment j'étais hier. Hier, j'étais équilibrée, maintenant, je suis déséquilibrée, donc mince. Non, c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe chez moi dans l'instant? Et ça change tout le temps. Oui. Oui, je crois que c'est donc le yoga et l'Ayurveda, puisque on voulait aussi parler de ça, ce lien qu'il y a entre ces deux sciences, qui sont des sciences sœurs, qui sont nées à la même période dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire une période très lointaine durant l'ère védique, qui remonte à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, et dont on trouve encore énormément de textes et de sagesse dans les textes classiques et dans les bibliothèques du monde entier. Mais si on parle de yoga et d'Ayurveda, on devrait toujours en parler ensemble. Parce que, bien sûr, j'aime bien dire que si le yoga est fait pour amener de la force et de la souplesse, qui sont, dans un sens, on a l'impression que les deux sont incompatibles. Parce que si on est très fort, on n'est pas souple. Ou si on est très souple, on n'est pas fort. Or, ce que m'ont enseigné les maîtres, c'est que dans cette vie, il faut être fort, mais il faut être souple aussi. Ouais. Et d'ailleurs, la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, c'est aussi une belle allégorie pour ce concept-là. Et comme le yoga nous apprend à être fort et souple en même temps, l'Ayurveda nous apprend aussi à être fort, c'est-à-dire à savoir résister à des tentations qui nous nuisent, tout en étant suffisamment souple pour pouvoir céder à ces tentations lorsque c'est important ou parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous à ce moment-là, sans que ce soit la fin du monde. Vous voyez, en fait, par exemple, une personne qui souhaite arrêter de fumer, mais qui fait tous les efforts possibles, et puis si elle fume une cigarette et qu'elle sent qu'elle va culpabiliser, qu'elle a échoué, que c'est fini, elle est incapable d'arrêter de fumer, c'est pas possible. Ça va vraiment pas l'aider dans sa démarche d'arrêter le tabac. En revanche, si elle accepte qu'elle puisse avoir cette faiblesse et que ce jour-là, elle a eu cette faiblesse, à ce moment-là, elle a eu cette faiblesse, mais que peut-être que demain, elle ne l'aura pas, ou maintenant, elle ne l'aura pas. Ça peut aussi bien aider sur ce chemin de ne pas être rigide et de penser que, comme tu disais tout à l'heure, que l'Ayurveda, ce sont des règles strictes qui t'empêchent, qui te disent tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela. C'est plus compliqué et à la fois plus simple que ça. C'est-à-dire qu'on sait ce qui est bon pour nous et on sait ce qui est moins bon pour nous et on décide ce que l'on fait à chaque moment en conscience. Et voilà notre capacité de libre arbitre qui est vraiment respectée. Peut-être que on a envie de fumer une cigarette parce que voilà, mais on le fait en conscience et on le fait parce qu'on a décidé de le faire. Donc, je prends cet exemple-là qui est probablement un très mauvais exemple, mais c'est parce que en consultation, je reçois des personnes qui ont des problèmes d'addiction, bien entendu. Les êtres humains, nous avons tous des problèmes d'addiction. On peut aussi être addict au yoga aussi. Oui. Voilà. Donc, l'addiction, l'Ayurveda n'est pas là pour nous dire vos addictions sont nocives pour vous, vous devez les arrêter du jour au lendemain, sinon vous n'êtes pas une bonne personne. C'est pas du tout ça. C'est comme je disais, l'Ayurveda est notre ami. Donc, l'Ayurveda veut nous aider
à nous en sortir de manière organique, de manière à ce que l'on puisse comprendre les raisons peut-être aussi pourquoi on avait ces addictions ou ces mauvaises habitudes et aller au-delà, les laisser derrière nous parce qu'elles ne nous servent plus à rien. Elles sont... Ouais. Voilà. Donc, Oui, c'est comme dans l'Ayurveda et dans le yoga, dans les deux, il y a cette notion des deux chemins ou des deux outils ou des enseignements nous aident à être soi, en fait, d'être vraiment qui on est. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des addictions, les addictions, c'est comme une prise d'otage. On est pris par quelque chose et on a du mal à sortir de ce mécanisme pour vraiment être soi. Donc, c'est pas, comme tu dis, c'est pas être une mauvaise personne parce qu'on a une addiction, mais avec cette addiction, on est bloqué d'être vraiment libre pour être soi-même. Et ça aussi, c'est un choix. Est-ce que on veut être soi-même ou pas? Ou oui. peut-être c'est pour plus tard, peut-être on n'est pas prêt pour vraiment rencontrer ce qu'on est ou qui on est pour de vrai. Et c'est aussi la beauté d'Ayurveda, c'est que voilà, quelque chose qui m'a frappé au début, c'est avec l'alimentation en Ayurveda, que j'ai compris ou j'ai appris qu'il y a très peu de choses à manger où un médecin ayurvédique va dire ça c'est pas bon. C'est voici l'aliment et maintenant voici les effets potentiels. Est-ce que tu as envie de vivre ces effets dans ton corps et dans ton être? Et ça donne le choix à la personne de dire oui, ça nous oblige à prendre conscience des choses. J'accepte de vivre des effets nocifs ou je décide maintenant, je ne veux plus vivre les effets nocifs en moi. Mais c'est vrai que le principe fondamental de l'Ayurveda, c'est que chaque aliment peut être soit un médicament, soit un poison. Tout dépend de la manière dont on le mange, à quel moment, quel est notre état lorsqu'on le mange, et la saison et aussi le moment de notre vie. Donc, en Ayurveda, c'est vrai qu'on part du principe que tout ce que l'on mange est quelque chose de naturel. On va pas, ça ne sera jamais ayurvédique de manger des choses qui sont préparées industriellement. Oui, Mais même oui. des choses naturelles. Prenons par exemple la chose la plus simple. Mettons une pomme de terre. Voilà. Si on mange une pomme de terre, alors déjà, il faut que la pomme de terre soit cuite, bien évidemment. Hein, donc, personne ne mange des pommes de terre crues, mais disons que cet aliment-là particulièrement doit être cuit. Ensuite, est-ce qu'on va manger beaucoup de pommes de terre lorsque on est en plein été et que il fait chaud et que on est en train de passer du temps à être allongé sous un arbre à rien faire? Non, pas particulièrement. On mangera plutôt des pommes de terre l'hiver lorsqu'on aura peut-être un travail physique à faire ou parce qu'il fait froid et qu'il faut qu'on tienne et qu'on a quelque chose qui va nous tenir au corps. Donc cette pomme de terre peut être un très bon aliment à un certain moment et un aliment qui est très défavorable à notre équilibre à un autre moment. Donc l'Ayurveda nous aide à reconnaître ça. Donc c'est vrai que pour savoir ça, c'est tellement évident, mais apprendre ce que l'on fait pendant les stages que tu organises, apprendre les fondamentaux de l'Ayurveda nous permettent de raisonner par nous-mêmes. Ensuite, qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment précis? Ouais. Et donc, je suis d'accord que c'est une liberté parce que au moins, on sait pourquoi on fait les choses et on n'est pas en train de se poser des questions, de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, comme dans tous les régimes ou tous les cultes. Maintenant, je parle même plus de régime, je parle de culte alimentaire. À l'heure actuelle, où un jour c'est bien de manger telle chose, un jour c'est pas bien de manger, selon les modes et selon les derniers ouvrages qui sont parus.
et qui malheureusement se vendent par millions d'exemplaires, mais qui n'ont jamais aidé personne à être en bonne santé, puisque depuis qu'il y a tous ces régimes, il n'y a jamais eu autant de maladies qui étaient liées à l'alimentation. Ouais. Ouais. Et c'est ce qu'on fait dans les pratiques du yoga qu'on propose dans l'école aussi. On ne fait pas un yoga qu'on veut, quand on veut, à n'importe quel moment, à n'importe quelle l'heure de la journée. On suit aussi des principes des saisons. Donc, quelles pratiques on fait dans quelle saison. Donc, on a des pratiques pour apaiser les doshas, mais pas seulement ça. C'est aussi quelles sont les pratiques énergétiques, même si les doshas c'est énergétique. Mais par exemple, au niveau des vayus, si on sait, par exemple, en automne qui arrive, on sait que c'est un moment où il y a plus de vata dosha dans l'environnement. Non seulement on se concentre sur apaiser vata dosha, mais aussi pour équilibrer la direction énergétique de vata dosha. Maintenant, on va aller vers apana vayu, donc une direction vers le bas. Donc, on va créer aussi des pratiques du yoga qui sont en lien avec les vayus, donc les directions qui vont aussi apaiser des doshas. Donc, il est très important aussi dans le yoga ne pas, de mon point de vue, parce que je sais qu'il y a des pratiques, c'est systématique, la même chose tout le temps, ou complètement aléatoire, on pratique ce qu'on veut, quand on veut. Donc, pour moi, c'est tellement important d'avoir la connaissance de l'Ayurveda pour faire des choix intelligents, même au niveau de ces pratiques du yoga. Donc, une chose avec Vanessa, on a développé ensemble les modules de l'Ayurveda pour Vinyasa et aussi le module pour yoga orienté vers les traumatismes. À chaque fois qu'on va vers la création d'un contenu, on se dit, mais par où on commence? Et systématiquement, on commence par le début du début du début. Donc, de la manifestation de la conscience dans la matière. Donc, une grande question pour moi en tant que yogini, à travers les années, c'est pourquoi je fais cette pratique quand je fais mon tapis? Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait avec mon corps? Quels sont les effets? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Et en creusant, je suis arrivée à la réalisation que je ne peux pas comprendre ce que je fais sur mon tapis à moins que je comprenne pourquoi je suis ici sur cette terre et comment je suis arrivée là. Et dans la vision de la vie védique et ayurvédique, il y a cette vision, ce darshan de comment un être humain est arrivé ici sur Terre, pas arrivé par un véhicule, mais quel est le processus de cette manifestation. Donc avec Vanessa et moi, on commence toujours nos enseignements là avec le Sankhya, qui est la manifestation de la conscience dans la matière. Et à partir de là, on peut commencer à comprendre déjà les gunas, donc les qualités subtiles dans l'existence, les doshas, et ensuite les organes d'action, de réception, ensuite les chakras, etc. Mais on ne peut pas comprendre en fait la profondeur de ces notions sans commencer au début. Et donc c'est pour ça, pour moi, même si peut-être vous n'avez pas rencontré le yoga avant votre pratique, l'Ayurveda avant de commencer votre pratique du yoga, si vous êtes sur le chemin du yoga, de mon point de vue, il est essentiel que vous reveniez maintenant dans l'Ayurveda pour comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites sur le tapis et qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce qu'on pense, Vanessa, de ce point de vue? Ce qui me vient, alors, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Je veux dire, c'est vraiment exactement juste ce que tu dis. Mais ce qui me vient vraiment quand tu parles de tout ça, c'est le mot richesse. Je vois l'enrichissement que peut apporter la pratique de l'Ayurveda au yoga, ou la pratique du yoga
à l'Ayurveda. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose deux sciences qui s'enrichissent mutuellement pour créer, très souvent quand je consulte mes patients, je leur dis, mais à quoi ça sert l'Ayurveda? Et je dis, mais ça sert à nous aider à créer pour nous-mêmes une vie riche et pleine de sens. Et évidemment, c'est cette richesse très subtile, c'est la richesse, la seule vraiment qui existe réellement, c'est celle que l'on a en soi, parce que personne ne pourra jamais nous l'enlever par aucun moyen. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile que les richesses extérieures. Et donc, oui, effectivement, cette connaissance du Sankhya, qui est cette vision qui sous-tend le yoga et l'Ayurveda, c'est ce que le yoga et l'Ayurveda ont en commun comme tableau de fond. La notion de cette vision, de ce darshan, qui est très complexe et qui nous met, on met des années à essayer de la comprendre, de la percevoir et de l'absorber en nous. Et c'est work in progress, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est jamais terminé cet apprentissage-là. Mais ça apporte une richesse vraiment incroyable à cette pratique. Et tu n'es pas sur un tapis en train de mettre une jambe en l'air ou de faire quelque chose parce que tu as envie d'avoir un joli muscle ou parce que tu crois que ça va enlever ton stress ou quelque chose. Non, c'est bien plus que ça, c'est l'union. C'est vraiment le yoga, l'union avec le soi, avec un S majuscule, et ce chemin de découverte de soi parallèle entre le yoga et l'Ayurveda, c'est cette richesse que l'on peut, à laquelle on peut rêver accéder dans cette existence, et qui va nous transformer. Le yoga, c'est la voie de la transformation, c'est la loi de l'éveil, c'est la voie, et non pas la loi, bien que ce sont les lois de la nature qui font que l'être tend vers l'éveil et vers la réalisation du soi. Et l'Ayurveda, en revanche, comme on dit souvent dans nos cours, n'est pas fait non plus seulement pour les gens qui veulent aller vers l'éveil ou vers la réalisation de soi ou vers la libération, on peut l'appeler comme on veut, c'est aussi fait pour monsieur et madame tout le monde qui veut simplement être maître de sa santé, de son équilibre, de sa vie et trouver plus de joie, plus de santé, plus de légèreté, plus de philosophie, plus de sagesse et beaucoup plus de bonnes choses, parce que ça c'est une chose qu'on oublie souvent de dire à propos de l'Ayurveda et à propos de la cuisine ayurvédique, hein, qui font partie aussi du stage que l'on organise. On fait de la cuisine ayurvédique. C'est sa cuisine de la joie. C'est une cuisine qui est colorée, qui est savoureuse, qui est légère, qui est digeste, qui nous apporte ce que l'on recherche, c'est-à-dire la joie. Et quand on avait fait ce merveilleux semaine de yoga intensif dans les Alpes, et où pendant une semaine, on mangeait de la nourriture ayurvédique, on avait tous dit, c'est vrai, tout le monde est en joie. C'était, il y avait une légèreté dans l'atmosphère, tout le monde riait. Et zéro problème de digestion, de ballonnement, d'évacuation, tout le système sur une semaine. C'était vraiment merveilleux on a vu tout de suite les effets. Même des personnes qui avaient des problèmes digestifs chroniques depuis longtemps et qui ne pouvaient rien manger parce que telle ou telle chose. Donc c'est vrai que le confort physique, pour revenir à ce lien entre le yoga et l'Ayurveda, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment pratiquer le yoga si on est dans une condition d'inconfort parce qu'on a des problèmes de digestion ou bien parce qu'on a des problèmes articulaires liés à des inflammations, à des états inflammatoires, ou si on est déséquilibré mentalement parce qu'on est trop... voilà, on a des tendances
on va dire, compulsive ou addictive, ou qu'elle soit physique ou psychique, l'Ayurveda nous aide à mettre cela en équilibre et en place pour pouvoir pratiquer le yoga dans les meilleures conditions possibles. Oui, et là, je trouve, tu touches quelque chose qui est très important pour moi, c'est que sans avoir la connaissance de l'Ayurveda et sans vraiment que l'Ayurveda soit très présent dans le yoga d'aujourd'hui, je vois beaucoup de dérives où les gens vont vers le yoga pour guérir ou améliorer des symptômes comme une mauvaise digestion, difficile à dormir, problème de ci, problème de ça. Et il y a tout un yoga qui se crée autour de ça. Donc, pour avoir une meilleure digestion, je vais faire telle ou telle posture. Pour mieux dormir, je vais faire cette petite séance. Et je trouve que le yoga, c'est pas l'endroit pour traiter ces choses. Si on rend le yoga comme ça, c'est vraiment comme un cachet. Voilà, j'ai un problème de digestion, maintenant je vais faire cette posture et tout ira mieux. C'est pas aller chercher vraiment la source du problème qui va être un dérèglement de chic. Donc, par exemple, quand j'ai souvent des élèves qui disent Mira, j'ai un problème de sommeil, est-ce que tu peux m'aider? Et je leur pose la question, est-ce que tu fais le dinacharya? Est-ce que tu suis tous les consignes quotidiennes du yoga, de l'Ayurveda? Et si la réponse est non, voilà, maintenant tu fais ça, tu suis les consignes ayurvédiques. S'il y a toujours un problème, maintenant tu reviens vers moi et on va parler d'autre chose. Mais on ne peut pas chercher à soulager des petits symptômes comme ça sans avoir passé par l'Ayurveda. Le yoga n'est pas fait pour ça. C'est l'Ayurveda qui s'occupe des problèmes vraiment de santé chez la personne. Oui, oui et l'Ayurveda, c'est justement un système de santé qui est vraiment entièrement holistique, c'est-à-dire qui prend en compte toute la personne dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Donc on dit souvent ça, c'est de la médecine du corps, de l'esprit et de l'âme. Et c'est une médecine, un système thérapeutique où l'on recherche la cause. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que soigner les symptômes de quelque chose qui apparaît, et on recherche la cause. Et on recherche même la cause de la cause, parce qu'on peut dire, oui, la cause de cette digestion, c'est le stress. Mais qu'est-ce qui cause le stress? Et on peut aller très très loin comme ça, vraiment à la racine du problème. Et quand on parle de l'Ayurveda, on parle très souvent aussi, on dit que c'est l'art de l'auto-guérison ou la science de l'auto-guérison. C'est-à-dire qu'en sachant vraiment s'observer, en sachant reconnaître avec les enseignements vraiment de base de l'Ayurveda que tout le monde va apprendre pendant le module Ayurveda de la formation Vinyasa, chaque personne va savoir reconnaître les déséquilibres vraiment au départ pour pouvoir les ramener à l'équilibre très facilement à travers quelques pratiques toutes simples, que ce soit alimentaires ou bien de pratiques de respiration ou simplement aussi prendre des mesures d'hygiène de vie un peu plus de dinacharya, un peu plus régulières, et donc ramener les déséquilibres à retrouver son équilibre, comme cette jeune femme qui marchait sur le fil et qui, avec un petit geste comme ça, avec sa main, lui permettait de retrouver l'équilibre sur le fil. Et c'est comme ça aussi, avec des petites modifications. Ça peut parfois être avec un ballonnement, juste un verre d'eau chaude ou une petite tisane de fenouil ou quelque chose comme ça, qui vont ramener les choses à l'équilibre avant qu'elles aient le temps de dégénérer pour devenir chroniques, pour devenir aussi le début de quelque chose de plus grave ou de plus ennuyeux. Donc c'est vraiment l'auto-guérison dans le sens où on a énormément la capacité de revenir par nous-mêmes, par des pratiques qui sont des pratiques simples, et on n'a pas besoin de connaître toutes les pratiques. Il faut juste penser ayurvédiquement.
c'est-à-dire les gunas, comme tu disais. Tu vois, quels sont les gunas? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Et en ayant toutes ces connaissances-là, on peut tout de suite reconnaître d'où viennent les déséquilibres et, et y faire face de manière très efficace et très simple et je dirais peu coûteuse. Parce que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, prendre notre propre santé entre nos mains devient quelque chose de crucial parce que d'abord, on veut avoir la santé pour bien vivre, pour vivre une vie riche et pleine de sens. On ne peut pas si on est souffrant, mais aussi parce que euh, euh, on ne peut pas attendre des autres, d'autres personnes à l'extérieur de nous, qu'elles comprennent aussi bien ce qui se passe en nous que nous-mêmes. Oui. Et vraiment regarder en nous-mêmes, c'est pas facile. Il faut parfois traverser une sorte de barrière parce que on veut pas voir, on veut pas admettre. Mais si on peut regarder en nous-mêmes, on devient notre propre médecin et on est le meilleur. On est le meilleur. Ce qui ne veut pas dire, je ne veux pas dire qu'on veut nier les avantages de la médecine moderne, pas du tout. C'est pas mon propos, mais mon propos, c'est de dire que on peut aussi avoir bien moins à faire avec le conseil extérieur quand on devient son propre meilleur conseiller. Ouais. Et donc Vanessa, Vanessa, elle intervient en tant que formatrice dans mon école et aussi avec d'autres enseignants du yoga. Mais à part ça, à part l'enseignement, donc tu reçois des personnes en séance individuelle, n'est-ce pas, en consultation? Oui, oui. Et comment est-ce que ça se passe? Alors donc, je propose des consultations en Ayurveda, donc qui sont de ce que l'on appelle Prakriti Pariksha, c'est-à-dire que c'est le diagnostic du profil ayurvédique, la Prakriti, la nature de la personne, et le diagnostic aussi du déséquilibre éventuel de la personne. Et cette consultation dure 1h30 et permet vraiment de faire le point sur son état de santé, sur ses besoins, sur son profil ayurvédique et de connaître, de repartir avec des indications très claires sur ce que l'on pourrait faire autrement ou mieux faire ou peut-être arrêter de faire, que ce soit en matière d'alimentation ou en matière de pratique quotidienne. Mais ce qui est vraiment intéressant, je constate dans ces consultations, c'est que le fait de pendant 1h30 vraiment faire le point sur soi, sur chaque aspect de sa vie, l'aspect familial, l'aspect professionnel, l'aspect alimentaire, l'aspect du sommeil, l'aspect des activités, qu'elles soient sportives ou intellectuelles, permet vraiment de faire une sorte de point sur les zones dans nos vies qui vont bien et les zones qui vont moins bien, pour pouvoir vraiment peut-être apporter plus d'énergie vers ce qui va bien et enlever de l'énergie à ce qui ne va pas bien. Et je constate que ça, c'est vraiment un très bon résultat qu'on obtient de ces consultations. Ensuite, bien sûr, il y a des plantes aussi qui peuvent être, que l'on peut utiliser en soutien à toutes les autres conseils. Donc, je donne ces consultations soit en personne. Alors maintenant, j'ai déménagé. Maintenant, j'habite en Bourgogne. Donc, c'est vrai qu'autrefois, j'avais un cabinet à Nice pendant 12 ans et c'était vraiment une très belle expérience. Mais j'ai eu envie de vivre plus tranquillement dans la nature. Donc, je suis allée vivre dans un petit village en Bourgogne. Et donc, si les personnes ne peuvent pas venir me voir, alors bien sûr, je peux faire des consultations par Skype et j'ai pu constater que même si certains éléments du diagnostic n'étaient pas si simples, comme par exemple prendre le pouls, regarder la langue, on arrive de toute façon à de très bons résultats aussi en ayant cet échange comme par écran interposé. Je
pratique aussi le massage ayurvédique. Alors ça, voilà, ça c'est évidemment, on a Ça, on ne peut besoin pas d'être. mettre en visio, non? Mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas spécialement à l'Ayurveda ni au yoga, mais qui apprécient les bienfaits du massage ayurvédique, qui est quand même un massage qui est exceptionnellement intéressant à tout point de vue, et qui viennent pour se faire masser. Et j'organise des ateliers de cuisine aussi. Et, euh, et j'écris des recettes tous les mois pour l'association des professionnels de l'Ayurveda en France, qui s'appelle Ayurveda en France. Vous avez leur site internet, c'est ayurveda-france.org. Et là, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez une recette que j'écris tous les mois. Et donc, voilà, j'ai quelques assez nombreuses activités finalement. Et je dois dire qu'une des activités qui m'apporte le plus de bonheur, de joie, c'est l'enseignement en personne, en tête-à-tête avec les élèves. C'est toujours très vivant, très interactif. On découvre beaucoup de choses, on s'amuse beaucoup, on échange des choses parfois graves et intimes, et ça crée un lien humain qui est vraiment exceptionnel. Je pense que tu dois être d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Et c'est bon, déjà pour tout ce qui est information sur Vanessa, pour son contact, on va mettre ça dans la description, comme ça vous pouvez la retrouver sur Internet. Merci Mira. Oui. Et aussi, avec cette notion de consultation, quand on vient dans nos modules en présentiel, Vanessa a l'opportunité de voir les élèves en personne et pour prendre le pouls et étudier la langue à ce moment-là, pour que plus tard, elle aura ces informations pour les consultations en visio. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 10 ans. On prend un petit moment où ceux qui veulent puissent voir Vanessa pour le pouls et la langue et après prendre un rendez-vous pour une autre fois. Et j'encourage tous mes élèves de commencer par cette consultation. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais comment aller vers son chemin de yoga sans avoir des bonnes informations sur soi-même. Ça, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Donc, vraiment, c'est un moment important pour tous les participants qui commencent en fait cette formation. Et donc, on va retrouver Vanessa en octobre. Donc, ça va être le premier module de cette prochaine promotion de formation d'enseignants de la formation de 340 heures. Donc, ça va être Ayurveda et Vinyasa. Donc, comment est-ce que ces deux pratiques se retrouvent? Déjà, commençons par le début avec l'Ayurveda et comment commencer à intégrer non seulement dans la vie quotidienne l'Ayurveda, mais dans la pratique du yoga. Et fin d'année, donc en décembre, Vanessa aussi propose un module dans l'école Days, un module d'initiation en massage ayurvédique. Donc, ce n'est pas une formation élaborée sur le massage ayurvédique, mais comment on commence à avoir des notions dans le massage. Donc, on se masse. Et donc, c'est un moment vraiment de bonheur parce que pendant 3 jours, on masse, on est massé et c'est vraiment super. Et puis, l'année prochaine, en 2023, on va retrouver Vanessa aussi. Ah, pardon, j'ai oublié quelque chose. Pendant le module Ayurveda et Vinyasa, il va y avoir la cuisine ayurvédique aussi. Donc, Vanessa va organiser ça. Je serai son assistante en cuisine. Mais il va y avoir 4 jours de cuisine ayurvédique. Et c'est la première fois qu'on met ça en place dans un module de formation. Donc, ça va être génial. Et donc, l'année prochaine, on repropose la semaine intensive en formation où Vanessa aussi va cuisiner pour nous. Et finalement, à la fin, elle va aussi intervenir dans les formations du yoga orienté vers les traumatismes. Donc, encore une fois, c'est le premier module de la formation, comme toujours.
comment l'Ayurveda voit les traumatismes. Et ça, c'est très intéressant parce que ces informations, ces enseignements sont peu transmis, surtout au niveau de tout ce qui est aujourd'hui proposé autour des traumatismes. Donc, Vanessa nous éclaire vraiment cette vision ayurvédique sur les traumatismes, qui est une information très, très riche. Donc, voilà. Donc, Vanessa est là souvent présente dans notre école. Et il y a aussi ces consultations individuelles que vous pouvez faire avec elle. Voilà, merci Vanessa pour cet échange. C'est toujours un échange intéressant et riche avec toi. Et toujours bien de se retrouver, de s'enraciner dans ces pratiques qui nous sont chères et importantes pour nous. Donc, merci à toi d'être là aujourd'hui. Merci Mira, merci bien pour ton accueil. Et puis, je voudrais te dire aussi que j'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont tu mènes ton enseignement de yoga, car je pense qu'il y a vraiment très peu de professeurs de yoga aujourd'hui qui ont pris la dimension de l'importance de cet enseignement de l'Ayurveda en même temps que le yoga. Et encore une fois, j'aimerais dire ce mot de richesse qui quelque chose. Souvent, les Indiens aiment parler d'un joyau un joyau qui accorde tous les vœux, hein, a wish fulfilling gem. Et c'est vrai que la richesse, c'est quelque chose qui brille dans notre imaginaire. On voit toujours une pièce avec des joyaux qui brillent, et tu es un joyau qui brille. Voilà. Oh, merci Vanessa. Namaste. Namaste à tous et à très bientôt. Ouais.